2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone sur Carbone Zéro, la radio. Bonjour, bienvenue dans 2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone, un podcast proposé par Carbone Zéro, la radio. Performance énergétique, intégration de la nature, biodiversité, énergie renouvelable, diminution de l'empreinte carbone ou encore volet social. Autant de sujets que nous passons en revue, tous ces leviers pour atteindre une trajectoire bas carbone dans l'immobilier. On va s'intéresser particulièrement au rôle des architectes, comment les architectes sont au cœur de l'immobilier bas carbone avec Sophie Athanas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc DPLG associé à Studio Architecture. Vous allez donc nous parler de ce rôle de l'architecte qui est de plus en plus important, mis en avant et en valeur autour de ces sujets-là. Mais peut-être d'abord parler de Studio Architecture, parce que vous avez quand même une petite particularité qui explique beaucoup de choses qu'on donnera aussi, on illustrera tout à l'heure comment vous avez mis ça en application dans vos bureaux. Un modèle qui est inspiré de la Silicon Valley des États-Unis, c'est bien ça? Oui, en effet, Studio Architecture est né à San Francisco et a grandi avec les géants de la tech dans les années 80, puisqu'en fait, notamment, on a fait le premier campus Google. Donc ça, c'était une expérience vraiment intéressante et ça a mis en place l'ADN de l'agence, je dirais, puisqu'on avait vraiment ce travail de collaboration avec nos clients pour travailler dans l'innovation et s'adapter vraiment aux demandes et au mode de travail de nos partenaires. Donc ça, on a grandi comme ça à San Francisco. Ensuite, on a une agence qui s'est ouverte à New York, puis Washington, et Los Angeles et Paris, donc il y a 30 ans. Et donc, on a continué dans cette fibre. Et à Paris, on s'est également beaucoup orienté sur tous les sujets de développement durable. Donc, que ce soit au niveau de la réhabilitation, au niveau du choix des matériaux, de toujours essayer de collaborer avec des startups et de chercher l'innovation pour une construction plus durable. Alors justement, est-ce qu'on peut parler d'architecture écologique, pour employer le terme? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a vu apparaître, qu'on voit se développer, on va dire, de plus en plus? Alors, oui, et ça me semble un peu inévitable parce que depuis plusieurs années, on sent vraiment que nous sommes dans un virage, que tout s'accélère et que le domaine de la construction doit s'adapter. Donc, au niveau de l'architecture et de notre rôle, on a aussi un devoir de conseil auprès de nos clients, mais aussi, je dirais, de nos partenaires, des entreprises et des industriels, pour que tout le domaine de la construction s'adapte. Par exemple, sur des choix de matériaux, il faut absolument qu'on puisse avoir, nous, un choix de matériaux suffisant avec les bons avis techniques pour pouvoir les appliquer. Enfin, j'évoquais, il y a un mois, j'étais à Berlin à une conférence. Quand on regarde dans d'autres pays d'Europe, on a d'autres dynamiques. Et d'ailleurs, on s'interrogeait de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas avoir plutôt des standards européens pour qu'on ait un plus grand choix et pour que les industriels aient aussi plus de marge de manœuvre. Enfin, il y avait des fabricants, par exemple, d'isolants biosourcés allemands qui me disaient nous, le marché français nous intéresse moins parce que il faut qu'on passe par le CSTB, ça prend du temps, ça coûte cher et on abandonne, quoi. D'accord, donc peut-être un peu assouplir un petit peu l'administratif qui est très présent en France. C'est un petit peu ça aussi que vous laissez entendre derrière? Oui, il y a un peu ça, même s'il y a la loi ESSOC, par exemple, qui assouplit et qui donne un peu de marge de manœuvre et qui donne le droit à l'expérimentation. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que si on veut faire une architecture bas carbone, il faut d'abord éviter de démolir, de faire avec l'existant. Et de faire beaucoup de réhabilitation, d'avoir une approche vraiment pragmatique sur le choix des matériaux et d'activer vraiment l'économie circulaire. Donc, c'est-à-dire de déconstruire des bâtiments, de récupérer des matériaux, des équipements. Alors, on le fait déjà pas mal, mais ça représente peut-être... En moyenne, c'est 3%. Donc c'est une part infime. C'est une part infime. Alors, du faux plancher, des chemins de câbles, oui, c'est très facile, mais on aimerait quand même aller au-delà avec des fenêtres, avec des portes. Donc, ça veut dire de les démonter délicatement, entre guillemets, et ensuite de pouvoir les réutiliser. Et il faut aussi que les bureaux de contrôle nous accompagnent pour que les assurances suivent derrière. Oui, il y a une question d'assurance, que le réemploi, on en parle beaucoup, mais certains produits qui ont peut-être 20 ans ou 30 ans,
un assureur va dire, bah oui, mais si vous le réutilisez, il est plus entre guillemets aux normes. Voilà, il est plus aux normes, et puis j'ai plus le certificat qui m'assure que. Donc, comment je fais, quoi. Et c'est là-dessus où, je pense, il y a certains bureaux de contrôle qui le font déjà, qui peuvent nous accompagner, qui vont faire des tests in situ, qui peuvent dire non, mais si, c'est bon, allez-y. Et donc, pour moi, il y a vraiment un travail de collaboration qu'on doit avoir avec tous les acteurs du bâtiment, et y compris des fabricants, parce qu'on devrait pouvoir retourner les voir. Enfin, c'est vrai, par exemple, sur du vitrage, où on peut retrouver les références et dire non, mais ce vitrage a toujours telle performance, et on peut le réutiliser ou le recycler, ou faire aussi du upcycling. On le fait beaucoup aussi dans nos projets. Si on ne peut pas réutiliser les produits, on va les recycler. Par exemple, sur une opération, on a récupéré des dalles de céramique de la façade, voilà, qui se sont cassées en démontant la façade. On a fini de les concasser et on les a réinjectées dans du terrazzo. Donc on limite les déchets, et on a un petit clin d'œil avec le bâtiment, la façade qui était existante avant. Enfin, il y a plusieurs façons d'agir. Donc il y a ce sujet d'économie circulaire, de matériaux dont on a parlé. Peut-être aussi évoquer, vous l'avez dit, vous êtes justement à la charnière, l'architecte. On voit bien que d'un côté, il y a aussi les clients, il y a les professionnels évidemment du bâtiment. Il faut que vous puissiez parler avec des bureaux de contrôle, avec des assureurs. Parfois, c'est un rôle... alors certains m'ont dit parfois un peu, oui, mais l'architecte, je trouve qu'il n'est pas assez reconnu dans ce qu'il fait, alors qu'il va être vraiment central, notamment sur ces sujets... et d'écologie. Je pense qu'effectivement, on a un vrai rôle, je dirais, de pilote. Alors c'est vrai avec tous ces acteurs du bâtiment, mais on doit aussi interagir avec la ville. Je pense qu'on a un grand rôle de partenariat à avoir avec les villes, avec les territoires, pour l'aménagement, pour penser la ville du quart d'heure, on en parle beaucoup, mais c'est aussi pour penser les bâtiments de façon réversible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment si on veut atteindre la ville du quart d'heure, il va falloir aborder la question de la mixité des usages dans un bâtiment, et donc ne plus être dans du 100% bureau ou du logement. Donc nous, c'est l'approche architecturale que nous avons sur nos bâtiments. Et avec ça, donc, on a vraiment aussi une approche, je dirais, un peu didactique avec nos clients, de leur dire, écoutez, nous, on va travailler une enveloppe qui soit réversible, qui puisse fonctionner pour un usage tertiaire, logement, atelier ou peu importe, à la limite, où on va doser, on va dire, la notion de plein et de vide, notamment aussi en fonction de l'orientation du climat, c'est-à-dire avoir une approche de conception bioclimatique, donc travailler vraiment une bonne enveloppe, aussi pour de meilleures performances thermiques, voilà, pour la sobriété énergétique. Et ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels la ville est attentive également. Quand vous voulez dire réversible, ça veut dire qu'après, il peut changer d'usage plus tard, voire au moment même où on l'utilise, avoir plusieurs usages. C'est un peu ce qu'on voit avec les JO 2024, l'idée de construire des bâtiments qui vont pouvoir servir à autre chose après, quoi. Oui, c'est ça. C'est absolument ça. Alors, donc, là, pour les JO, on va dire, on a un acteur public, donc ça se fait... assez facilement, mais c'est aussi de faire ça dans le privé. Et alors sur Paris, c'est très vrai, et on le voit d'ailleurs avec le PLU bioclimatique, puisqu'il y a un vrai encouragement de ce côté-là. Mais ça signifie aussi de penser le bâtiment dans ses systèmes constructifs. C'est-à-dire, on parle de bas carbone, alors ça va être notamment de penser les bâtiments avec des structures en poteau-poudre, d'amener du bois pour qu'effectivement le bâtiment puisse être un puits de carbone, et non plus être émissif. Regarder les nouveaux matériaux avec le béton bas carbone. Enfin, il y a beaucoup de recherches dans ce sens-là. Il y a notamment des bétons ultra bas carbone qui sont faits avec du biochar. Enfin, il y a énormément de pistes et de créativité dans tous ces nouveaux matériaux. Donc, il y a un vrai... pour moi, il y a un vrai travail aussi d'investigation sur ces choix de matériaux. Alors, on est dans les matériaux et aussi la végétalisation, dont on parle beaucoup. Ça aussi, c'est un axe. Alors, pas pour juste mettre quelques plantes. Il y a une vraie réflexion à engager. On parle souvent aussi de la ville parce que de besoin de confort d'été, que ce soit beaucoup moins minéral.
Oui. Et puis c'est aussi de réduire les îlots de chaleur, en fait, d'améliorer la biodiversité. Donc, alors ça, ce sont des choses qu'on fait de plus en plus, de végétaliser notamment les toitures terrasses. Et en fait, il y a un vrai mouvement où on inverse. Pendant des années, on a mis tous les équipements techniques en toiture et on a un petit peu délaissé les toitures. Et aujourd'hui, on se dit, mais non, mais les toitures, en fait, c'est un espace qui est quand même qui est très sympa, qui mérite d'être valorisé. Donc aujourd'hui, on le végétalise, on les rend accessibles. Et le fait d'avoir des enveloppes beaucoup plus performantes, on a moins besoin de technique. Et puis le reste dont on a besoin, en gros, on le met au sous-sol, quoi. Donc ça a un véritable intérêt pour la biodiversité, pour réduire les îlots de chaleur, pour améliorer aussi l'isolation des bâtiments. Mais effectivement, il ne s'agit pas d'avoir un lit de sédum et de s'arrêter là. C'est vraiment d'avoir une vraie végétalisation, aussi de végétaliser les murs. C'est-à-dire des murs pignons aveugles, pourquoi pas avoir des murs végétalisés, d'amener de la biodiversité. De ce côté-là, il y a vraiment, je pense, on peut aller encore plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Encore une fois, ça c'est un paramètre dans le PLU bioclimatique qui est très très demandeur. Alors, je discutais par exemple avec un apiculteur qui nous disait que les abeilles aujourd'hui se plaisent mieux dans les métropoles. Parce que il y a de plus en plus de verdure, de ruches. Il disait, n'oubliez pas de planter des fleurs, entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui... Même sur un petit bout de balcon. Même sur un petit bout de balcon, parce que on en a mis tellement de ruches ces dernières années qu'il y a tellement d'abeilles que maintenant il faut alimenter en fleurs. C'est l'anecdote, mais c'est pour dire qu'il y a quand même un mouvement qui a pris. Alors, je disais tout à l'heure aussi en introduction à Sophie Athanase, vous avez un bon exemple, ce sont les bureaux aussi de studio architecture, des bureaux parisiens qui ont été certifiés WELL Platinum, c'est ça? Alors, pour vous mettre à comprendre qu'il était une première en France, quelle est la particularité de vos bureaux? Vous avez une terrasse végétalisée aussi, puisqu'on parle de végétalisation. Oui, en fait, nous sommes les premiers bureaux à être certifiés WELL Platinum en intérieur, c'est-à-dire dans un bâtiment existant. Donc ça, il y a vraiment un volet de bien-être intérieur, de qualité de l'air, de lumière aussi naturelle et de végétalisation des extérieurs et de l'intérieur. La biophilie, c'est extrêmement important. On parle de biodiversité, mais c'est aussi vrai pour nous, tout simplement. Donc il y a cet aspect-là, en effet, qu'on avait déjà initialisé dans nos précédents bureaux. On était également WELL. Et aujourd'hui, nous avons aussi une démarche en interne, depuis plusieurs années, qui est sur deux volets. D'une part, on analyse toutes les performances de nos projets en termes de performance énergétique. Donc, on essaie d'avoir un benchmark et d'être conscient de la consommation énergétique de nos projets et bien évidemment de baisser d'année en année. Donc, pour ça, on participe à un challenge 2030. Aujourd'hui, on va agrémenter en fait ce répertoire avec les performances carbone de nos projets, avec bien sûr la RE 2020 qui est désormais en application. Et en interne aussi, on sensibilise nos partenaires sur leur empreinte carbone, sur l'empreinte carbone du fonctionnement de l'agence, c'est-à-dire on s'applique ça aussi à nous-mêmes. Donc ces dernières années, on le faisait un petit peu de façon entre guillemets artisanale en interne. Aujourd'hui, en fait, nous allons travailler avec une start-up qui s'appelle Greenly, qui va nous aider à mesurer de façon un peu plus professionnelle, je dirais, notre empreinte carbone et nous orienter sur comment on peut aussi s'améliorer. Et cette démarche va nous aider à obtenir la certification B Corp, puisque c'est un objectif pour l'agence. Voilà, qui est une certification très élevée, évidemment, en matière d'ambition liée à la transition écologique. Alors, pour terminer, peut-être, de tout ce que vous avez dit, on sent que, finalement, c'est un champ des possibles infini. On va dire que ça stimule beaucoup, j'imagine, intellectuellement, parce qu'on parle du rôle de l'architecte aussi, ces enjeux environnementaux. Oui. D'ailleurs, on a un comité en interne pour pouvoir un petit peu gérer tous ces sujets parce que ça va on parle de réhabilitation, d'économie circulaire, de recherche de matériaux. C'est aussi travailler avec des entreprises, des constructeurs.
et aussi des investisseurs. Hein. Quand on parle de réhabilitation, ça peut évoquer aussi des idées pour certains. Et c'est aussi avec la ville et les territoires. Enfin, je pense qu'on n'y arrivera que sous forme d'une intelligence collective au service de la construction bas carbone. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce rôle de l'architecte au cœur de l'immobilier bas carbone. Merci Sophie Athanas, DPLG Associés Studio Architecture. C'était 2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone. Et à bientôt sur Carbone Zéro, la radio. 2050, l'Odyssée de l'immobilier bas carbone sur Carbone Zéro, la radio.